deux jeunes sœurs, qui vendaient des œufs au stand de la ferme familiale en bord de route dans la campagne de l'Iowa, ont tout simplement disparu un matin d'été, ne laissant derrière elles qu'une caisse vide et des questions sans réponse. Pendant des mois, leurs parents ont enduré des accusations et des nuits blanches, ne sachant jamais si leur fille était morte ou vivante. Mais 3 ans plus tard, un amateur équipé d'un aimant de pêche fait une prise inattendue dans le ruisseau local, quelque chose qui révélerait une vérité si dérangeante qu'elle briserait à jamais le sentiment de sécurité de toute une communauté. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le potager tandis que Grace Whitfield était agenouillée entre les rangées de tomates, ses gants de jardinage usés déjà tachés de terre après une heure passée à arracher les mauvaises herbes. C'était mardi, un peu plus de 21 heures, et la chaleur de l'Iowa s'intensifiait déjà, annonçant une nouvelle journée caniculaire de juillet. Elle entendait le grondement lointain du tracteur de Garrett dans le champ lointain, ce son familier qui était devenu la bande-son de leurs 23 ans de mariage dans cette ferme. Grace s'arrêta pour essuyer la sueur de son front, laissant une traînée de poussière sur sa peau, lorsqu'elle entendit le crissement du gravier provenant de leur longue allée. Levant les yeux, elle vit la voiture de patrouille du shérif Daniels s'approcher, suivie de 2 véhicules banalisés qu'elle ne reconnaissait pas. Son estomac se serra instinctivement, les voitures de police dans une ferme étaient rarement une bonne nouvelle. Elle se leva lentement, les genoux réprimés par son agenouillement prolongé, et essuya ses mains sales sur son jean délavé. Le shérif Daniels était un ami de la famille depuis des années, fréquentant la même église et achetant des œufs à leur stand de bord de route lorsque les filles le tenaient. Mais alors qu'il sortait de sa voiture de patrouille, son visage affichait une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange de gravité professionnelle et de tristesse personnelle. « Bonjour, Grace, dit-il doucement en s'approchant. 2 personnes en costume sont sorties des voitures banalisées, un homme et une femme, tous deux se tenant avec la posture rigide des forces de l'ordre. Voici les inspecteurs Morrison et Chen de la police d'État. Nous devons vous parler. Y a-t-il un endroit privé où nous pourrions discuter ? La bouche de Grace s'assécha. De quoi s'agit-il, Tom ? Demanda-t-elle en utilisant son prénom pour percer le secret de l'officialité, mais il se contenta de faire un geste vers la maison. S'il te plaît, Grace, ce serait mieux de rester à l'intérieur. Elle les conduisit par la porte de derrière jusqu'à la cuisine, ses bottes boueuses laissant des traces sur le linoléum qu'elle avait lavé la veille. Les détectives attendirent qu'elle ait disposé des chaises autour de la table en chêne usée avant de se présenter correctement. L'inspecteur Morrison, le plus âgé des deux, aux tempes grisonnantes, prit la parole. Madame Whitfield, ce n'est pas facile à dire, commença-t-il en sortant une tablette de sa mallette. Ce matin, un pêcheur à l'aimant a trouvé quelque chose à Cedar Creek. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil au shérif Daniels, qui hocha légèrement la tête. Il y avait des restes humains à l'intérieur. De petits restes. Nous avons des raisons de penser qu'il pourrait s'agir de votre fille, Nora. Ces mots frappèrent Grace comme un coup de poing. Ses jambes cédèrent et elle s'agrippa au bord de la table de la cuisine pour se soutenir, ses jointures blanchissant sur le bois sombre. Non, murmura-t-elle, puis plus fort, non, ce n'est pas possible. Nora est quelque part. L'inspecteur Chen, plus jeune et au regard compatissant, tourna la tablette vers Grace. Je suis désolé, mais nous avons besoin que vous regardiez ces photos. Pouvez-vous identifier ce bidon de lait ? Grace se força à regarder l'écran. L'image montrait un bidon de lait en métal usé, taché de rouille et recouvert de boue de rivière, mais l'inscription était encore visible, Farmhouse, en lettres délavées, avec l'ancien logo de leur ferme, un simple dessin de vache que le père de Garrett avait dessiné 40 ans plus tôt. Oh mon Dieu, souffla Grace. C'est. On en avait des dizaines avant d'adopter les cuves de refroidissement modernes. On en a vendu la plupart lors d'une vente aux enchères, mais on en a gardé quelques-unes dans la vieille grange. Je ne sais pas combien. Morrison passa à la photo suivante. Grace aperçut quelque chose enveloppé dans une bâche bleue à rayures jaunes avant de détourner le regard, l'estomac noué. De petits os, si petits, et un tissu en lambeaux qui aurait pu être. Elle ne pouvait pas le supporter. Je ne peux pas, halta-t-elle. S'il vous plaît, je ne peux pas regarder ça.
Le médecin légiste devra confirmer par ADN, dit doucement Chen en refermant la tablette. Mais les restes correspondent à ceux d'un enfant de l'âge de Nora au moment de sa disparition. La conservation dans la boîte scellée devrait nous permettre de procéder à une identification formelle. De l'extérieur, le bruit du moteur du tracteur s'arrêta. Grace vit Garrett sauter de la cabine, ayant repéré les voitures de police. Il courait vers la maison, sa chemise de travail flottant derrière lui. Il fit irruption par la porte, observant la scène les officiers, le visage affligé de Grace et son expression passa de la confusion à la terreur. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. « Grace » commença le shérif Daniels en se levant. « Dis-moi debout » dit Garrett, mais sa voix tremblait. Le shérif répéta la terrible nouvelle, chaque mot semblant vieillir Garrett. Il s'affala sur la chaise à côté de Grace et lui prit la main. « Où » demanda-t-il d'une voix rauque, « ou à Cedar Creek ?»« Près du vieux pont ferroviaire » répondit Morrison. La boîte était coincée sous des rondins submergés. Sans le pêcheur à l'aimant, on ne l'aurait peut-être jamais retrouvé. L'inspectrice Chen s'éclaircit la gorge. Mais Madame Whitfield, je sais que c'est une période extrêmement difficile, mais nous devons fouiller votre propriété. Plus précisément, nous devons inventorier les bidons de lait restants et recueillir des preuves. Garrett releva brusquement la tête. Des preuves? Quel genre de preuves? Le visage de Morrison était neutre et professionnel. Le bidon de lait provient de votre ferme. Cela fait de cette propriété une scène de crime potentiel. Nous devons déterminer si le crime a eu lieu ici. Tu crois qu'on... Grace ne put terminer sa phrase. L'implication était trop horrible. Tu penses que nous avons tué notre propre fille, sa voix tremblante. Nous devons nous fier aux preuves, a déclaré Chen. Je suis vraiment désolé, mais nous avons un mandat. Comme prévu, d'autres véhicules arrivèrent. Des techniciens de scène de crime en combinaison blanche apparurent, munis de détecteurs de métaux, de sacs à preuves et de caméras. Grace les observa, hébété, se disperser sur la propriété qu'elle et Garrett avaient tant travaillé à entretenir, traitant leur maison comme une scène de crime. « J'appelle notre avocat » dit Garrett d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Il sortit son téléphone et appela Sarah Thornton, l'avocate qui s'occupait des affaires juridiques de leur ferme depuis des années. Grace l'entendit s'expliquer en phrases concises, sa voix se brisant lorsqu'il dut dire « les restes de Nora ». En moins de 20 minutes, la BMW de Sarah fonçait dans l'allée. Elle en ressortait vêtue de son costume d'audience, toujours aussi sérieuse malgré le cadre champêtre. « Où est le mandat » furent ses premiers mots au détective. Morrison lui tendit le document. Sarah le parcourut rapidement, son expression s'assombrissant. Vous traitez mes clients comme des suspects dans le meurtre de leur propre fille en vous basant uniquement sur un bidon de lait qui aurait pu être volé dans leur propriété il y a des années. Maître, nous devons examiner toutes les possibilités, répondit Morrison. Vos clientes ne sont pas en état d'arrestation. Nous exécutons simplement un mandat de perquisition légale. Et si elles refusent de répondre aux questions, c'est leur droit, mais nous préférerions leur coopération. 2 jeunes filles sont toujours portées disparues. Une fille, interrompit Grace d'une voix caverneuse. Une fille manque toujours à l'appel. Cora, mon bébé. Sarah posa une main protectrice sur l'épaule de Grace. Mes clients coopéreront pleinement aux recherches, mais tout interrogatoire se fera en ma présence. Et si vous prévoyez de les emmener au poste? Nous aimerions qu'ils viennent volontairement, intervint Chen. Pour fournir des échantillons d'ADN à des fins de comparaison et pour faire des déclarations officielles sur les bidons de lait et sur les personnes qui auraient pu y avoir accès. Absolument pas, répondit Sarah fermement. Pas aujourd'hui. Mes clients viennent d'apprendre le décès de leur fille. Ils ont besoin de temps pour digérer cette tragédie. Soit on les arrête pour cause probable, soit on les laisse vivre leur deuil en paix. Les détectives échangèrent un regard. Morrison hocha lentement la tête. Nous terminerons nos recherches et vous contacterons, mais nous aurons bientôt besoin de ces déclarations. Grace observait les techniciens de la scène de crime photographier leur grange,
leur poulailler, et même la vieille cave à légumes. Il prélevait des échantillons de sol comme si la terre elle-même pouvait contenir des preuves du sort de sa fille. 3 ans d'incertitude, 3 ans d'espoir contre tout espoir et maintenant, ça. Nora, retrouvée abandonnée dans le ruisseau comme un déchet, et la police les traite comme des suspects au lieu de parents en deuil. Tom, dit-elle au shérif Daniels alors qu'il s'apprêtait à partir, vous nous connaissez depuis 15 ans. Vous savez que nous ne. Je sais, Grace, dit-il doucement, la douleur lisant dans ses yeux. Mais je dois suivre la procédure. C'est la police d'État qui mène l'enquête. Il s'interrompit, puis posa doucement une main sur son épaule. Je suis vraiment désolé pour Nora, pour tout ça. Alors que le shérif s'éloignait, Grace vit le camion de leur voisin ralentir au bout de l'allée, Walter Brennan tendant le cou pour voir ce qui se passait, les voitures de police et le ruban adhésif de la scène de crime étant tendus autour de leur grange. Le soir, tout le comté saurait que leur tragédie privée allait devenir très publique. La police était partie depuis près d'1 heure, laissant derrière elle du ruban jaune flottant autour de la grange et le spectre de sa présence dans les traces de pneus sur la pelouse. Grace était assise sur la balancelle en bois patiné du porche, repliée sur elle-même, tandis que Garrett, raide contre la balustrade, fixait leurs biens violets. Les sacs de preuves avaient disparu, les flashs des photographes n'étaient plus qu'un souvenir, mais le poids de ce qui avait été révélé pesait sur eux deux. Le grondement du vieux camion Ford de Walter Brennan rompit leur silence stupéfait. Grace leva les yeux et vit leur voisin s'engager dans l'allée, son véhicule soulevant la poussière dans la chaleur de fin d'après-midi. Walter était leur voisin depuis plus de 20 ans, sa limite de propriété longeant la leur sur près d'1,5 kilomètre. Il avait été un bon ami pendant toutes ces années où le genre de voisin qui venait aider pendant les récoltes sans qu'on le lui demande, qui prenait des nouvelles de leurs animaux lors de leurs rares vacances. Le visage de Walter était déjà marqué par une inquiétude sincère lorsqu'il descendit de son camion. À 62 ans, il avançait avec la démarche prudente d'un homme ayant consacré sa vie à un travail physique, ses articulations lui rappelant chaque poteau de clôture enfoncé et chaque botte de foin soulevée. Alors qu'il montait les marches du Porsche, Grace pouvait voir l'inquiétude creuser les rides autour de ses yeux. Grace. Garrett, dit-il en ôtant sa casquette jaune d'air. J'ai vu toutes les voitures de police de mon champ à l'est. Il devait y en avoir une douzaine. Mais bon sang, que s'est-il passé? Grace essaya de parler, mais l'émotion lui serra la gorge. Les larmes qu'elle retenait depuis le départ de la police jaillirent soudain. Garrett s'approcha d'elle, la main sur l'épaule, et répondit pour eux deux. Ils l'ont trouvé, Walter. Ils ont trouvé Nora. Le visage buriné de Walter devint blême de stupeur. Tu l'as trouvée? Où? Comment? À Cedar Creek, parvint à dire Grace entre deux sanglots. Un pêcheur a l'aimant à remonter un vieux bidon de lait ce matin. Notre bidon de lait. Elle était à l'intérieur. Les jambes de Walter semblèrent lâcher, et il s'assit lourdement dans le fauteuil en osier en face d'eux, les mains agrippées aux accoudoirs si fort que ses jointures blanchirent. Seigneur, murmura-t-il. Oh, Grace, Garrett, je n'imagine pas ce que vous traversez. Il resta silencieux un long moment, le regard perdu dans le vide. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était rauque d'émotion. Quand j'ai perdu Daniel dans ce silo à grains, j'ai failli mourir. Mais au moins, il marqua une pause, déglutissant difficilement, au moins j'ai pu enterrer mon fils. Lui dire au revoir. Vous avez passé 3 ans sans savoir ce qui est arrivé à vos filles. Et maintenant, ça. Grace remarqua que les mains de Walter tremblaient légèrement lorsqu'il parlait de Daniel. Son fils avait 24 ans lorsque l'accident s'était produit 5 ans plus tôt, un jeune homme qui commençait tout juste à prendre des responsabilités à la ferme. Le silo à grains avait mal fonctionné et Daniel avait suffoqué avant que quiconque puisse l'atteindre. Elle se souvenait d'avoir assisté aux funérailles où Walter était resté seul devant la tombe après le départ de tous, les épaules tremblantes de chagrin. Sa femme l'avait quitté l'année précédant la mort de Daniel, incapable de gérer son problème d'alcoolisme, développé après une mauvaise récolte qui les avait presque ruinés. La police, dit Walter,
se ramenant au présent. Tous ces agents de la scène de crime ne vous croient pas, ils vous croient, dit Garrett avec amertume. Le bidon de lait venait de notre ferme, nous sommes donc suspects. Ils nous traitent comme si nous avions tué notre propre fille. Le visage de Walter s'empourpra d'indignation. C'est insensé. Quiconque te connaît, comment peut-il penser une chose pareille? Ils doivent suivre les preuves, dit Grace d'une voix creuse, répétant les mots du détective, les preuves qui disent que quelqu'un a mis notre bébé dans notre bidon de lait et l'a jeté dans le ruisseau comme un déchet. Le soleil de fin d'après-midi commençait à se coucher, peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose qui auraient été magnifiques n'importe quel autre jour. Walter les regarda tous les deux, puis se leva, résolu. Vous ne devriez pas être seul maintenant, dit-il fermement. Et je sais que vous n'êtes pas en état de penser aux animaux, je m'occuperai du nourrissage du soir. Je sais où tout est. Walter, tu n'es pas obligé, commença Garrett. Mais Walter le coupa d'une main levée. C'est ce que font les voisins. Et puis, je sais exactement ce qu'il faut faire. Ces chevaux ont besoin de leur grain. Les poules doivent être enfermées pour la nuit. Et ta vieille mère, Bouton d'or, n'est-ce pas? Elle a besoin de cette nourriture spéciale pour ses dents. Grace parvint à esquisser un faible sourire. Malgré tout, Walter connaissait leur ferme presque aussi bien qu'eux. Il les avait aidés à de nombreuses reprises au fil des ans, et il lui avait rendu l'appareil tout aussi souvent. Votre livraison de nourriture est prévue pour demain matin, n'est-ce pas? Continua Walter. Je peux être là pour la recevoir si vous devez vous occuper des obsèques ou de questions juridiques. Le mot « enterrement » frappa Grace comme un coup dur. Il leur faudrait enterrer leur fille, organiser une cérémonie, choisir un cercueil suffisamment petit pour les restes entassés dans un bidon de lait. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Walter se déplaçait sur leur propriété avec la familiarité de quelqu'un qui y était allé d'innombrables fois. Grace l'observait depuis le porche tandis qu'il se dirigeait vers la grange non pas celle enveloppée de rubans adhésifs pour scène de crime, mais celle, plus récente, où étaient conservées les images. Il savait exactement quel baril contenait la nourriture pour les poulets et quel sac était destiné aux chevaux. Il se souvenait même que Buttercup avait besoin de nourriture pour Senior, avec des compléments pour ses dents et ses articulations vieillissantes. Tandis qu'il travaillait, se déplaçant entre le poulailler et le pâturage, Grace se sentait reconnaissante de sa présence. La routine des tâches agricoles, même effectuée par quelqu'un d'autre, apportait un peu de normalité dans une journée qui avait bouleversé leur quotidien. Walter était en train de fermer la porte du poulailler, après s'être assuré que toutes les poules étaient bien rentrées pour la nuit, lorsqu'un autre véhicule s'engagea dans leur allée. Celui-ci avançait plus vite que Walter, pulvérisant du gravier en freinant brusquement près de la maison. Le logo de Chanel 7 sur le flanc de la camionnette fit tourner l'estomac de Grace. La journaliste Kelly Martinez sauta hors de la camionnette avant même qu'elle ne soit complètement à l'arrêt, son caméraman juste derrière elle, déjà en train de hisser son matériel sur son épaule. Martinez était jeune, peut-être à la fin de la vingtaine, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés qui semblaient impossibles à maintenir dans la chaleur rurale de l'Iowa. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle aperçut Grace et Garrett sur le porche. « M et Madame Whitfield », lança-t-elle en se précipitant vers eux avec son micro. Kelly Martinez, Channel 7 News. Pourrions-nous avoir un instant de votre part pour nous parler de la découverte de ce matin? Non, dit immédiatement Grace en se levant. Veuillez partir. C'est une propriété privée, et nous vous demandons de partir. Mais Martinez était déjà au pied des marches du porche, l'objectif de son caméraman braqué sur eux. Je comprends que ce soit difficile, mais le public a le droit de savoir. Garrett posa la main sur l'épaule de Grace, un geste qui aurait pu être réconfortant ou apaisant. On peut répondre à quelques questions, dit-il doucement. Grace le regarda avec surprise, mais vit quelque chose dans ses yeux, peut-être le besoin de faire entendre sa version pour contrer le récit qui se formait déjà. Le sourire professionnel de Martinez s'élargit. Merci. Tout d'abord, pouvez-vous confirmer que les restes humains retrouvés à Cedar Creek ont bien été identifiés comme étant ceux de votre fille, Nora? L'identification n'est pas encore officielle,
dit prudemment Gareth, mais oui, on nous a dit que les restes sont probablement ceux de nos filles. Et le bidon de lait dans lequel ils ont été trouvés, il venait de votre ferme. Grace vit immédiatement le piège, mais Gareth avait déjà hoché la tête. On avait beaucoup de ces canettes il y a des années. On en a vendu la plupart. L'expression de Martinez changea, devenant plus dure, plus prédatrice. Pourriez-vous commenter les accusations selon lesquelles vous auriez assassiné votre propre fille? Les mots restèrent en suspens comme du poison. Grace sentit ses genoux faiblir à nouveau. Quelles accusations? Demanda Gareth. Qui porte ces accusations? Des sources proches de l'enquête affirment que vous êtes traités comme des suspects et que la police a fouillé votre propriété à la recherche de preuves. Martinez se rapprocha. Où cachez-vous la deuxième fille, monsieur Whitfield? Où est Cora? Comment oses-tu, Alta Grace? Comment oses-tu venir ici? Et est-il vrai que tu as souscrit une importante assurance vie pour les deux filles quelques mois seulement avant leur disparition? Martinez continua sans relâche, que vous aviez des difficultés financières avec la ferme. Sortez de notre propriété, dit Gareth, sa voix dangereusement basse. Martinez resta immobile un instant, la caméra toujours en marche. Le public tirera ses propres conclusions de votre refus de répondre, dit-elle froidement, avant de finalement faire signe à son caméraman de baisser son équipement. Alors que le camion de presse s'éloignait, Grace remarqua que le camion de Walter s'était arrêté au bout de leur allée. Il avait observé toute la scène. Au bout d'un moment, son camion reprit lentement sa route, les laissant seuls avec la terrible constatation qu'au lieu de pouvoir pleurer la mort de leur fille en paix, ils allaient devoir se défendre contre des accusations de meurtre. À cette heure, l'obscurité tombait sur les terres agricoles de l'Iowa, les dernières traces oranges du coucher de soleil se fondant dans un violet profond. Grace et Gareth avaient passé l'heure précédente en silence, chacun perdu dans son chagrin lorsque le camion de Walter remonta leur allée en grondant. Ses phares éclairaient le porche où ils étaient toujours assis, incapables de vaquer à leurs occupations habituelles du soir. Walter descendit, sa silhouette se découpant sur la lumière de la cabine de son camion. « Je me suis déjà occupé de vos poules et de vos chevaux, » cria-t-il en approchant. « J'ai nourri et abreuvé tout le monde, et les poulaillers sont bien fermés. »« Merci, Walter, » dit Gareth, la voix lourde d'émotion. « On devrait te payer pour... » « N'y pense même pas, » interrompit Walter. « J'ai remarqué que tes réserves de céréales commencent à baisser. La livraison de demain te sera utile, mais tu auras besoin de quelque chose pour la distribution du matin. J'en ai plein dans ma grange. Pourquoi ne viens-tu pas chercher quelques sacs pour te dépanner? » Gareth commença à se lever. « Je viens avec toi. »« Non, » dit soudain Grace en se levant. « J'y vais. » Quand Gareth la regarda avec inquiétude, elle ajouta, « Il faut que je fasse quelque chose. »« N'importe quoi. »« Je ne peux plus rester assise là. »« Grace, tu devrais te reposer, » protesta Gareth. « Aujourd'hui a été. »« Je sais ce que c'est aujourd'hui, » dit-elle sèchement, avant de se calmer. « S'il vous plaît, il faut que je m'occupe les mains, sinon je vais m'effondrer complètement. » Gareth comprenait ce besoin, ce désir désespéré de faire quelque chose de concret, de normal, quand votre monde était bouleversé. Il hocha la tête à contre-cœur. Grace monta dans le camion de Walter, l'odeur familière de poussière de fourrage et de vieux cuir lui était réconfortante. Ils parcoururent la courte distance jusqu'à sa propriété en silence, les phares du camion perçant l'obscurité grandissante. La grange de Walter se dressait devant nous, une structure massive qui avait résisté pendant près d'un siècle, usée par les intempéries mais solide. À l'intérieur, une seule ampoule projetait des ombres crues sur le sol en terre battue et les murs tapissés d'équipements. La grange sentait le foin et l'huile moteur, l'atmosphère d'une ferme en activité. Walter la conduisit jusqu'à l'entrepôt de fourrage, lui montrant plusieurs sacs de céréales de 25 kilos. « Ça devrait te permettre de tenir 2 jours, » dit-il en soulevant le premier sac. « Tiens, prends ce bout. » Grace s'est portée volontaire pour l'aider, reconnaissante de la tâche physique. Ensemble, ils ont chargé le premier sac dans la benne de son camion,
puis sont revenus en chercher un autre. Tandis que Walter prenait le deuxième sac, le regard de Grace parcourut l'espace familier. C'est alors qu'elle le vit, un rouleau de bâche bleue, caché derrière un vieux cultivateur, dont les rayures jaunes caractéristiques étaient visibles même dans la pénombre. L'image de la tablette du détective s'est écrasée dans son esprit avec une clarté violente, la petite forme enveloppée dans cette même bâche bleue à rayures jaunes, de la même manière dont le plastique s'était dégradé après des années dans l'eau mais qui gardait toujours son terrible secret. Son bébé, sa Nora, enveloppé et jeté comme si le monde s'était écroulé. Grace trébucha en arrière, la vue grisée. Elle chercha aveuglément un appui, mais mal évalua la distance, sa tête heurta violemment une poutre basse. La douleur explosa sur son front et elle se sentit tomber. Grace. Walter laissa tomber le sac de grains et se précipita vers elle, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Elle toucha son front et ses doigts en ressortirent couverts de sang. Une petite coupure, mais les blessures à la tête saignent toujours abondamment. La bâche, réussit-elle à dire en désignant d'une main tremblante. C'est la même que sur les photos, enroulées autour. Walter comprit. Il parut bouleversé tandis qu'il l'aidait à s'asseoir sur un seau renversé. Oh mon Dieu, Grace, je suis désolé. Je n'avais pas réfléchi. Tiens, laisse-moi mettre ça hors de vue. Il s'approcha rapidement de la bâche, la serrant davantage et la glissant derrière d'autres équipements, là où on ne la verrait pas. À son retour, il tenait à la main un vieux chiffon propre qu'il pressa doucement contre son front. « Je suis vraiment désolé que vous ayez eu à voir ça, » dit-il d'une voix pleine de remords sincères. « J'utilise ces bâches pour tout ici, pour couvrir le matériel, pour tapisser la benne du camion. Je n'avais jamais imaginé ce que ça pourrait être après ce que vous avez vu aujourd'hui. » Grace tenait le chiffon sur sa tête. La douleur aiguë la ramenait, d'une certaine manière, à l'instant présent. « Ce n'est pas ta faute. On vend ces bâches dans toutes les quincailleries du comté. C'est juste que, le fait de les voir m'a rappelé tout ça. » Walter s'accroupit à côté d'elle, son visage buriné ridé par l'inquiétude. « On devrait peut-être te ramener à la maison. Garrett s'inquiétera si on reste trop longtemps absent. » Grace hocha la tête, soudain épuisée. Ils chargèrent un autre sac de céréales en silence, Walter effectuant la majeure partie du travail tout en la surveillant d'un œil vigilant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il éteignit la lumière de la grange, les plongeant dans l'obscurité, seulement brisée par les phares du camion. « Je sortirai le reste de ces bâches demain, » dit doucement Walter en l'aidant à monter dans le camion. « Il n'y aura rien qui pourrait te le rappeler. » De retour à la maison, Garrett remarqua immédiatement le sang sur le front de Grace lorsqu'elle franchit la porte de la cuisine. Son visage épuisé se transforma en une expression alarmée lorsqu'il sauta de table, où il était assis, la tête entre les mains. Que s'est-il passé? Il s'approcha pour examiner la coupure, inclinant doucement son visage vers la lumière. « Je vais bien, » dit Grace, tout en se laissant guider vers une chaise. « Je me suis cogné la tête contre une poutre dans la grange de Walter. Ce n'est qu'une petite coupure. » Garrett sortit la trousse de premier secours sous l'évier, la même qu'ils avaient utilisée maintes fois pour les genoux écorchés et les blessures mineures des filles. Ses mains étaient douces tandis qu'il nettoyait la plaie avec un antiseptique, même si Grace grimaça sous la piqûre. « Comment t'es-tu cogné la tête ?» demanda-t-il en appliquant un petit bandage. Grace hésita, puis expliqua comment la vue de la bâche bleue à rayures jaunes avait déclenché le souvenir des photos d'épreuve. La mâchoire de Garrett se crispa tandis qu'elle parlait, ses mouvements devenant plus rigides. « Ces photos, dit-il doucement, je ne peux pas m'empêcher de les regarder non plus. Notre bébé enveloppé dans du plastique, comme si elle n'avait pas pu finir. » Ils restèrent assis en silence tandis qu'ils rangeaient les fournitures de premier secours, tous deux perdus dans l'horreur de ce qui avait été fait à leur fille. À 8 heures, Garrett s'était installé sur le canapé, prétextant un instant de repos pour ses yeux. En quelques minutes, l'épuisement émotionnel de la journée l'avait plongé dans un profond sommeil. Grace vit son visage se détendre, les rides du chagrin s'estomper temporairement. Elle le recouvrit de la courte pointe que sa mère avait confectionnée des années auparavant,
celle pour laquelle les filles se disputaient les soirées cinéma. Grace retourna à la table de la cuisine, mais ne put se résoudre à manger. Le ragoût que leur ami d'église lui avait apporté cet après-midi la restait intact dans le réfrigérateur, son estomac se noua à l'idée de manger. Au lieu de cela, elle resta assise, les mains serrées contre une tasse de café froid, ses pensées s'envolant vers des contrées sombres. Quelqu'un avait tué sa petite fille. Quelqu'un avait enlevé Nora et elle se força à affronter la réalité, la découper pour qu'elle rentre dans ce bidon de lait. Le médecin légiste avait été clinique à ce sujet lors de leur brève consultation téléphonique, parlant de démembrement et de conditions de conservation, mais tout ce à quoi Grace pouvait penser était le petit corps de sa fille. Comment quelqu'un avait fait des choses aussi innommables pour la faire entrer dans ce conteneur en métal? La maison était d'un silence pesant. Les filles devaient déjà se préparer à aller se coucher, on entendait le bruit de l'eau qui coulait à l'étage tandis qu'elles se brossaient les dents, les disputes pour savoir qui mettrait la table pour le petit déjeuner, le doux murmure de Gareth lisant des histoires avant de dormir. Nora adorait les livres de la petite maison dans la prairie et réclamait toujours un chapitre de plus. Cora préférait les albums avec des animaux et confiait toutes les voix à Gareth. Il n'y avait plus que le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le léger ronflement de Gareth dans le salon. Par la fenêtre de la cuisine, Grace aperçut les phares qui longeaient le chemin de terre qui passait derrière la grange de Walter et qui rejoignait la vieille route départementale. Les lumières s'éteignirent près de la grange. Walter s'occupait probablement de l'entretien de son matériel le soir, réalisa-t-elle. Il avait toujours eu ses habitudes, vérifiant ses machines chaque soir, s'assurant que tout était prêt pour le travail du lendemain. Elle songea à la façon dont Walter avait maintenu ses routines même après la perte de Daniel. Il lui avait dit un jour que la prévisibilité de la vie à la ferme l'avait sauvé après la mort de son fils. Les animaux avaient toujours besoin de nourriture, les cultures avaient toujours besoin d'être entretenues, le matériel avait toujours besoin d'être entretenu. Le rythme de la vie à la ferme ne s'arrêtait pas au deuil. Grace jeta un nouveau coup d'œil à Gareth. Il dormait profondément, plus épuisé qu'elle ne l'avait jamais vu. Aujourd'hui il avait vieilli de plusieurs années en quelques heures seulement. Elle ne supportait pas de le réveiller, mais son esprit ne cessait de tourner autour des préparatifs des obsèques. Ils auraient besoin de la remorque à plateau de Walter pour transporter les chaises de l'église pour la cérémonie, leur propre camion n'était pas assez grand, et Walter avait toujours été généreux en matière de prêt de matériel. Elle pouvait aller le voir et lui demander maintenant, sachant qu'il était à la grange, plutôt que d'accabler Gareth d'une tâche supplémentaire le lendemain matin. Sa décision prise, Grace prit discrètement son téléphone sur le comptoir et se glissa dehors par la porte de derrière. La nuit était chaude et humide, typique du mois de juillet dans l'Iowa. Des grillons chantaient dans l'obscurité, et quelque part au loin, un chien aboyait. Le chemin jusqu'à la propriété de Walter, le long de leur clôture commune, était un chemin qu'elle avait parcouru d'innombrables fois au fil des ans. Ils avaient tracé un chemin à travers l'herbe, fruit de décennies de voisinage, d'emprunt d'outils, de partage de matériel, d'aide aux récoltes. Ce soir-là, elle utilisait la lampe torche de son téléphone pour s'orienter, le faisceau lumineux LED perçant l'obscurité. En marchant, Grace essayait de ne pas penser à l'adoration de Nora et Cora pour rendre visite à oncle Walter, toujours ravi de revoir ses chats de grange et le vieux cheval de labour qu'il gardait plus comme animal de compagnie que pour travailler. Elle se sentait en sécurité sur sa propriété, aussi bien qu'à la maison. La grange se dressait devant elle, une fine ligne de lumière visible sous la porte principale. Grace entendait un léger bruit métallique, Walter travaillait, occupant ses mains comme elle avait besoin d'occuper les siennes. 10 minutes après avoir quitté sa maison, elle saisit la poignée de la porte de la grange. Grace poussa la porte de la grange, dont les gonds grinçaient doucement dans l'air nocturne. À l'intérieur, Walter était penché sur son établi, une lampe à pétrole projetant des ombres dansantes sur les murs. Des outils étaient étalés devant lui tandis qu'il travaillait sur ce qui ressemblait à un carburateur. Une odeur d'huile de machine et de vieux foin emplissait l'espace. Au bruit de la porte, Walter leva les yeux, surpris la clé à molette qu'il tenait à la main heurta le sol en béton. Ses yeux étaient écarquillés par la stupeur, visiblement il ne s'attendait à personne à cette heure-là. Grace. Il se redressa vivement,
s'essuyant les mains sur sa salopette. Que fais-tu ici? Tout va bien? Je suis désolé, dit Grace, se sentant soudain un peu bête d'être venue trop tard. J'ai vu vos lumières allumées et je me suis dit, est-ce que je vous dérange? Non, non, bien sûr que non, dit Walter, même s'il semblait reprendre son calme, son choc initial laissant place à son attitude habituelle de bon voisin. Il ramassa la clé à molette tombée et la posa délicatement sur l'établi. Je fais juste un peu d'entretien. Parfois, je n'arrive pas à dormir, alors je viens travailler ici. Ça m'occupe les mains, tu sais. Il s'approcha et, à la lueur de la lanterne, elle eut une inquiétude sincère sur ses traits burinés. Tout va bien? Gareth va bien? Il dort, dit Grace. Finalement, l'épuisement le frappa d'un coup. Et toi? Comment va ta tête? Il désigna le bandage sur son front. C'est bon. Juste une petite coupure. Grace prit une inspiration, expliquant pourquoi elle était venue. Walter, j'ai une faveur à vous demander pour les funérailles. Il faudra transporter des chaises depuis l'église, et notre camion n'est pas assez grand. Pourrions-nous emprunter votre remorque plateau? Bien sûr, dit immédiatement Walter d'une voix pleine de compassion. Bien sûr, tu peux l'avoir aussi longtemps que tu en auras besoin. Il se dirigea vers le coin de la grange où était entreposé le matériel. Laisse-moi te montrer où je range tout, l'attelage, les sangles d'arrimage, les chaînes de sécurité. Grace le suivit, reconnaissante de son accord. Walter retira une bâche recouvrant l'attelage de la remorque et commença à expliquer l'installation. Elle peut contenir une quarantaine de chaises si vous les empilez correctement, disait-il en montrant le fonctionnement de la boule d'attelage. Le faisceau de câbles pour les lumières est juste ici. Parfois, il est capricieux, alors il faudra peut-être le secouer. Et ces sangles ici, elles sont conçues pour... L'attention de Grace se perdit tandis que Walter parlait. Son regard parcourut la grange familière, s'imprégnant du chaos organisé d'une ferme en activité. C'est alors qu'elle remarqua sa veste en jean jetée négligemment sur une botte de foin près de l'établi. Les poches de la veste étaient partiellement retournées, des effets personnels jonchaient le foin, son portefeuille, un trousseau de clés, des reçus froissés et un papier plié en deux. Même à quelques mètres de distance, Grace voyait bien qu'il s'agissait d'un dessin d'enfant. Les couleurs vives du crayon se détachaient sur le papier blanc. Sans réfléchir, elle s'approcha, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Le dessin représentait deux bonhommes allumettes, une petite fille aux longs cheveux bruns, nommée Clara en lettres enfantines, debout à côté d'un homme grand, nommé Papa. La fille portait une robe bleue à fleurs et tenait la main de l'homme. Des cœurs étaient dessinés autour d'eux et un soleil avec un smiley dans un coin. Le sang de Grace se glaça. La fillette du dessin ressemblait exactement à K à 11 ans, les mêmes longs cheveux bruns, la même façon de dessiner les visages que K avait développé en cours d'art plastique, et même l'écriture. La cote de sécurité de ces sangles est importante, dit Walter derrière elle, inconscient. Il ne faut pas que des chaises s'envolent sur l'autoroute. Grace se força à détourner le regard du dessin, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que Walter devait l'entendre. Elle parvint à se retourner vers lui, le visage prudemment neutre malgré la terreur qui courait dans ses veines. « Merci, dit-elle, surprise de retrouver une voix normale. C'est vraiment utile. Je devrais rentrer avant que Gareth ne se réveille et ne s'inquiète. » Elle se dirigea vers la porte, son instinct lui criant de courir. Mais à mesure qu'elle avançait, l'expression de Walter changea. Son masque de voisin amical tomba, remplacé par quelque chose de froid et de calculateur. « Grace, dit-il doucement. » Elle était à 3 pas de la porte lorsque Walter s'avança au plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible pour un homme de son âge. Il s'interposa entre elle et la sortie, et soudain, il tenait un fusil de chasse. Elle n'avait pas vu d'où il venait, mais le canon était maintenant pointé sur sa poitrine. « Tu as vu le dessin de Clara ?» dit Walter d'une voix étrangement calme. « Je t'ai vu le regarder. »« Walter, je... » »« Ne me mens pas, Grace. » Son ton était presque conversationnel,
comme s'il parlait de la météo. Tu sais, maintenant je le vois dans tes yeux. L'esprit de Grace s'emballa, tentant de comprendre l'impossible. Cora, tu as Cora. Le visage de Walter se tordit avec quelque chose qui aurait pu être du regret. J'ai tant fait pour t'épargner davantage de souffrance. 3 ans, Grace, 3 ans que j'ai gardé ce secret, à te regarder souffrir, toi et Gareth, à vouloir te le dire, mais à savoir que ça ne ferait que te faire plus mal. Et maintenant, il fallait absolument que tu viennes ici ce soir. Où est-elle? La voix de Grace se brisa. Où est ma fille? Marche, ordonna Walter en désignant le fond de la grange avec son fusil. Plus loin. Avance. Grace n'avait pas le choix. Elle marchait lentement, les jambes tremblantes, tandis que Walter la suivait, l'arme pointée sur son dos. Elle m'appelle papa maintenant, dit Walter d'une voix rêveuse. Ça a pris du temps, mais les enfants s'adaptent. Ils oublient. Elle est heureuse, Grace. Je veux que tu saches qu'elle est heureuse. Et Nora? Grace avait du mal à prononcer les mots. Le visage de Walter s'assombrit. Elle est tombée malade il y a 2 ans. Une pneumonie, je crois. J'ai tout essayé, des antibiotiques du vétérinaire, des antipyrétiques, même de vieux remèdes de ma grand-mère, mais son état n'a fait qu'empirer. Grace sentit ses genoux fléchir, mais Walter la poussa du canon de son arme pour qu'elle continue d'avancer. Je ne pouvais pas l'emmener chez le médecin, poursuivit-il d'un ton neutre. Tu comprends, n'est-ce pas? Ils auraient emmené Clara aussi. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, mais elle était si petite, si fragile. À sa mort, je l'ai préservée du mieux que j'ai pu jusqu'à ce que je sache quoi faire. Grace fut frappée de plein fouet par l'horreur. Walter avait enlevé ses 2 filles. Il les avait cachées pendant 3 ans, tandis qu'elle et Gareth mouraient intérieurement chaque jour, sans le savoir. Nora avait souffert et était morte sans sa mère. Et Cora? Elle est vivante, murmura Grace. Cora est vivante, corrigea Walter sèchement. Elle s'appelle Clara maintenant. Ma fille Clara. Grace réalisa avec une horreur croissante qu'il avait eu Cora pendant tout ce temps, juste de l'autre côté de la clôture, assez près pour qu'elle puisse entendre la voix de sa fille par une nuit calme si seulement elle avait su écouter. Walter poussa Grace du canon de son fusil vers ce qui ressemblait à un mur solide au fond de la grange. Mais en approchant, elle aperçut une porte astucieusement dissimulée dans les boiseries. Walter passa la main devant elle pour l'ouvrir, révélant un escalier en bois descendant dans l'obscurité. « Couchez-vous » ordonna-t-il. Grace hésita en haut des escaliers dont elle ignorait l'existence depuis toutes ces années passées à visiter cette grange. Walter avait si bien caché cela, si soigneusement construit. Les implications lui retournèrent l'estomac. « Bouge » dit Walter, sa voix étant maintenant plus dure. Elle descendit les marches en bois, la main agrippée à la rampe rugueuse. La température baissa à mesure qu'il s'enfonçait, et elle réalisa qu'il passait sous l'ancien entrepôt de fourrage. L'odeur la frappa alors, du fumier, épais et entêtant. Bien sûr, l'énorme tas de fumier au-dessus masquerait toute odeur aux chiens de recherche. La police était venue à plusieurs reprises au cours des premiers mois, leurs chiens ayant reniflé chaque centimètre carré de la propriété de Walter, sans rien trouver. Au bas de l'escalier, une autre porte. Walter la contourna pour l'ouvrir, et Grace en resta bouche bée. La pièce au-delà ne ressemblait en rien au sous-sol brut auquel elle s'attendait. Les murs étaient peints d'un rose tendre, décorés de papillons. Une étagère était adossée à un mur, rempli de livres pour enfants ou des livres à chapitres pour les plus grands, et non les livres d'images que ses filles avaient adorés 3 ans plus tôt. Un lit confortable avec une courte pointe faite main occupait un coin. Il y avait même un petit réfrigérateur, un micro-ondes et un coin salle de bain derrière un rideau. Et à un bureau d'enfant, une fillette dessinait. Les jambes de Grace faillirent lâcher. Cora. La tête de la jeune fille se releva brusquement, et Grace vit sa fille au plus grande maintenant, son visage de bébé disparu, remplacé par les traits anguleux de l'adolescence naissante. 11 ans. Elle avait manqué 3 années de la vie de sa fille.
Mais ce furent les yeux de Cora qui brisèrent le cœur de Grace, vide, craintif, confus. À la vue de Grace, Kat tressaillit et recula précipitamment, se recroquevillant dans un coin derrière le bureau. Le cri d'angoisse de Grace lui arracha la gorge avant qu'elle ne puisse le retenir. « Cora, bébé, c'est maman. Calme-toi. » Walter s'exclama sèchement, la nervosité perçant sa voix. Il garda le fusil pointé sur Grace tandis qu'elle s'approchait instinctivement de sa fille. « Reste où tu es. Tu lui fais peur. » « Qui est-elle » murmura Cora, sa voix s'adressant à Walter, et non à Grace. « Papa, qui est-elle » Le mot « papa » était comme un couteau dans le cœur de Grace. Sa fille regardait Walter avec confiance, avec dépendance, tandis qu'elle fixait sa propre mère comme une étrangère. « Je l'ai protégée, » dit Walter, la voix sur la défensive. « Regardez cette pièce. Regardez comme je m'en suis occupé. Elle a reçu une éducation. Je l'ai scolarisée moi-même à la maison. Elle lit comme au lycée. Elle connaît les maths, les sciences et l'histoire. C'est ma fille Clara depuis 3 ans, et elle est heureuse. » Cora. Sanglota Grace, ignorant le pistolet de Walter pour faire un pas de plus vers sa fille. « Cora, ma puce, c'est moi. C'est maman. S'il te plaît, ma puce, regarde-moi. » K se recula davantage dans le coin, les yeux écarquillés par la peur. « Je m'appelle Clara, » dit-elle d'une petite voix. « Je ne te connais pas. » Walter s'interposa entre eux, le pistolet immuable. « Voici la femme de l'accident, Clara. Tu te souviens de l'accident ? Voici la femme qui a blessé ta sœur, Nora. »« Non » s'écria Grace, horrifiée. « Non, K, ce n'est pas vrai. Il te ment. »« Tu lui fais peur » dit Walter froidement. « Clara, tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les inconnus ? Sur les gens qui pourraient essayer de te perturber ?» Grace regarda sa fille hocher la tête, vit la confiance dans les yeux de K alors qu'elle regardait Walter, et sentit son monde se briser à nouveau. 3. En de mensonges, d'histoires tordues de vie volée. « Cora, s'il te plaît, » supplia Grace, les larmes aux yeux. « Tu te souviens de notre ferme ? Tu te souviens quand nous ramassions les œufs ensemble chaque matin ? Tu adorais la poule tachetée ou tu l'avais appelée tache de rousseur. Tu te souviens comment on faisait des crêpes le samedi ? Comment papa leur donnait des formes rigolotes ? » Une lueur brilla dans les yeux de Cora, l'incertitude, peut-être un fragment de souvenir. Mais elle secoua violemment la tête. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Papa Walter m'a sauvé. Il m'a sorti de l'accident. Elle est heureuse ici, » insista Walter, mais Grace percevait l'agitation grandir dans sa voix. Il arpentait la pièce entre elle et l'escalier, visiblement aux prises avec la situation qui lui échappait. Elle a tout ce dont elle a besoin, des livres, des jeux, des cours. Je l'emmène à l'étage le soir. Elle a aussi une belle chambre. On regarde des films ensemble. Je lui apprends à cuisiner. On fait des projets artistiques. On regarde ses dessins. Les yeux de Grace parcoururent les centaines de dessins collés au mur, des images d'une ferme, des images d'animaux et encore des images d'un grand homme étiqueté papa protégeant une petite fille de silhouette sombre en arrière-plan. « S'il vous plaît » murmura Grace, ne sachant pas si elle implorait Walter ou Dieu. « S'il vous plaît, c'est ma fille. » Walter marchait de plus en plus frénétiquement. Le pistolet tremblait légèrement dans ses mains. Grace ne pouvait que prier pour que Garrett se réveille, réalise qu'elle était partie trop longtemps et vienne voir. Mais même s'il le faisait, saurait-il qu'il fallait regarder ici, dans cette pièce secrète qui avait caché sa fille pendant 3 ans ? « Papa » la voix de Cora était faible, incertaine. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi pleure-t-elle » Le visage de Walter se déforma. Le fantasme qu'il avait soigneusement construit s'effondrait, et Grace voyait bien qu'il le savait. Le bruit de pas au-dessus d'eux fit bondir son cœur des bottes lourdes sur le sol de la grange. « Walter, tu es là. Tu as vu Grace » demanda la voix de Garrett.
Il s'était réveillé et avait réalisé qu'elle était partie. Viens voir, pensa Grace, désespérée. Elle ouvrit la bouche pour hurler un avertissement, mais Walter se déplaça avec une rapidité fulgurante. Le canon du fusil lui pressa violemment les côtes, et son souffle lui brûla l'oreille. Pas un bruit, murmura-t-il. Si vous faites un bruit, essayez de le prévenir, essayez de monter, et je vous tirerai dessus tous les deux. La fille n'a pas besoin de voir ça. Le regard de Grace se posa sur K, toujours recroquevillé dans un coin, l'observant avec de grands yeux effrayés. Walter avait raison. Quoi qu'il arrive, elle ne pouvait pas laisser sa fille assister à davantage de violence. Restez là, ordonna Walter. Tous les deux, ne bougez pas, il recula vers l'escalier, gardant l'arme pointée sur Grace jusqu'au dernier moment, puis grimpa et referma la porte cachée au-dessus de lui. Grace entendit le loquet s'enclencher. Walter? La voix de Garrett résonna, étouffée par le sol. Ton camion est là. Elle était là tout à l'heure, lança Walter d'une voix incroyablement décontractée. Elle m'a demandé où était la caravane pour les funérailles. Je lui ai montré où tout était, puis elle est repartie. Elle a dû la manquer de peu. Elle n'est pas à la maison, dit Garrett, l'inquiétude dans la voix. Ça fait plus d'une demi-heure. Tu as probablement pris le chemin le plus long pour rentrer, suggéra Walter. Tu sais ce que c'est. Parfois, on a besoin de marcher pour se changer les idées. Vous avez eu une sacrée journée. Grace regarda sa fille, Cora, qui l'observait avec une confusion terrifiée. C'était peut-être leur seule chance. Si Walter convainquait Garrett de partir, s'il revenait ici avec cette arme. Elle pensait à Nora, à la façon dont son bébé était mort, malade et effrayé, en captivité auprès de cet homme. Elle pensait à 3 ans d'ignorance, à la police qui les traitait comme des suspects alors que leur fille était là, juste de l'autre côté de la clôture. Rassemblant tout son courage, Grace se précipita vers l'escalier. Ses mains heurtèrent violemment la porte, cherchant le loquet à tâtons, le trouvèrent et s'engouffrèrent. Garrett, il a Cora, hurla-t-elle. Il a notre bébé. La scène dans la grange dégénéra. Walter se retourna brusquement, s'éloignant de l'endroit où il avait conduit Garrett vers la porte, le visage crispé par la rage et le désespoir. Le fusil de chasse, il l'avait posé contre le mur de la grange tout en parlant à Garrett, essayant de paraître normal. Walter se jeta sur l'arme. Grace se jeta en avant, sachant qu'elle devait l'atteindre la première, sinon ils étaient tous morts. Ses mains se refermèrent sur le canon au moment même où Walter saisissait la crosse. Ils se débattirent violemment, l'arme entre eux. Walter était plus fort, ses années de travail à la ferme lui donnaient un avantage. Grace. La voix choquée de Garrett, encore en train de digérer ce qu'elle avait crié. Quoi? Il a Cora, en bas, dans une pièce cachée, halta Grace entre deux luttes. La compréhension se lut sur le visage de Garrett. Il n'hésita pas. Il se lança sur Walter par le côté. Tous trois se livrèrent à un combat désespéré pour l'arme. L'arme vacilla entre eux, le doigt de Walter dangereusement proche de la détente. Grace sentit son emprise lui échapper. La force supérieure de Walter la submergeait peu à peu. Mais Garrett tenait désormais la crosse, lui aussi aux 4 mains se disputant le contrôle d'une seule arme. Grace comprit soudain, elle ne pouvait pas gagner ce combat, mais elle pouvait s'assurer que quelqu'un survive pour sauver K. Elle lâcha prise. La libération soudaine fit trébucher Walter en arrière, Garrett toujours aux prises avec lui. Grace n'attendit pas de voir ce qui se passerait. Elle sortit de la grange en courant dans la nuit, les jambes battant de toutes ses forces. Derrière elle, elle entendait les hommes s'écraser sur le matériel, grognant sous l'effort, le cliquetis des outils renversés dans leur lutte. La maison? Elle devait y aller, appeler à l'aide. Ses poumons la brûlaient tandis qu'elle courait le long de la clôture. Derrière elle, un cri de douleur où elle ne savait plus qui. Les lumières de la maison l'appelaient. Elle s'est précipitée par la porte de derrière, les poumons haletants, les mains tremblantes au point de pouvoir à peine composer un numéro. 911,
Quelle est votre urgence? Voici Grace Whitfield, 4782 County Road 12. Walter Brennan a ma fille, il l'a depuis 3 ans. Mon mari se bat contre lui. Il a une arme. Envoyez-moi de l'aide. Madame, ralentissez. Vous dites que quelqu'un détient votre fille? Il l'a kidnappée il y a 3 ans. Elle est cachée sous sa grange. S'il vous plaît, ils se battent. Il a un fusil de chasse. Les policiers sont en route, madame. Restez en ligne. Grace laissa tomber le téléphone. Le pistolet de secours de Garrett où elle le gardait dans le tiroir de la cuisine et ses mains se refermèrent sur la poignée familière. Elle n'avait tiré qu'une seule fois, des années auparavant, lorsque Garrett avait insisté pour lui apprendre, mais l'arme était chargée et prête. Elle retourna en courant dans la nuit, l'arme lourdement dans les mains. Déjà, elle entendait les sirènes au loin. Iowa rural ou pas, un enlèvement en cours rassemblait tout le monde. Lorsqu'elle atteignit la grange de Walter, le ciel était illuminé de lumière rouge et bleue. Des voitures de police dérapèrent dans la cour, des policiers en surgissant, armes au poing. Une ambulance suivit, puis d'autres véhicules où la police d'État, le bureau du shérif, et même des véhicules banalisés. Grace fit irruption dans la grange et trouva Garrett debout au-dessus de Walter, qui se tordait de douleur. Du sang coulait entre les doigts de Walter, là où il serrait sa jambe. Le fusil gisait à quelques mètres de là, dans la lutte, il avait tiré. Garrett, Grace courut vers lui, vérifiant frénétiquement s'il y avait des blessures. « Es-tu blessé? » « Je vais bien, halta-t-il. Le coup est parti pendant la bagarre. Il a été touché à la jambe. »« Grace, tu as dit que Cora était vraiment ici », lança Grace aux agents du SWAT qui sillonnaient la propriété. « Il y a une porte dérobée. Ma fille est là-bas. » Elle n'attendit pas qu'il sécurise les lieux. Tandis que les ambulanciers se précipitaient pour soigner Walter, le maintenant immobilisé tout en travaillant, Grace courut vers la porte dérobée. Elle l'ouvrit brusquement et dévala l'escalier. Cora était exactement là où elle l'avait laissée, coincée dans un coin, le visage ruisselant de larmes. « Papa Walter » pleurait-elle. « Je veux papa Walter. » Le cœur de Grace se brisa à nouveau, mais elle surmonta la douleur. Elle prit sa fille dans ses bras, la serrant fort, même si Cora se débattait. « Tout va bien, ma puce » murmura Grace. « Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. » Les photographes de la police descendaient déjà les escaliers, immortalisant tout. Les dessins qui couvraient les murs aux des centaines. Le cahier d'école à la maison soigneusement empilé sur l'étagère. Le calendrier où Walter avait marqué 3 années de jours volés avec de petites étoiles et des smilets. Témoignage d'une vie vécue en captivité, d'une enfance volée et refaite. Grace porta Cora dans les escaliers, les bras de sa fille s'enroulant enfin timidement autour de son cou. Elles émergèrent dans un chaos de gyrophares. Au moins 20 véhicules d'urgence, et d'autres arrivaient à chaque instant. La plus grande scène de crime que le comté de Cedar ait jamais connue. Garrett se précipita vers eux, le visage ruisselant de larmes, les serrant tous les deux dans ses bras. « Cora » murmura-t-il d'une voix brisée, « ma petite fille. » Mais Cora se raidit dans leur étreinte, détournant le visage de Garrett pour regarder vers la grange où les ambulanciers installaient Walter sur un brancard. « Papa » appela-t-elle d'une voix faible et confuse. « Qu'est-ce qui arrive à papa ?» Une policière s'approcha doucement d'eux, une couverture de choc à la main. « Il faut l'emmener à l'hôpital » dit-elle doucement. « Vous devriez venir tous les deux aussi. Les enquêteurs auront besoin de déclarations, mais ça peut attendre. Votre fille a besoin de soins médicaux en premier. » Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ambulance qui les attendait, Grace aperçut le shérif Daniels, dont le visage exprimait un mélange de soulagement et d'horreur. Il avait été leur ami pendant tant d'années, avait aidé à retrouver les filles, sans jamais imaginer qu'elles se trouvaient juste de l'autre côté de la limite de la propriété. Le poids de cet échec était inscrit sur chaque trait de son visage buriné.
Les néons du service chirurgical de l'hôpital du comté de Cedar projetaient des ombres crues tandis que l'inspecteur Morrison était assis à côté du brancard de Walter Brennan. Walter était sous surveillance policière, 2 agents postés à l'extérieur de la salle de réveil. Sa jambe droite était lourdement bandée, là où le plomb de fusil avait déchiré un muscle et brisé un os. L'anesthésie se dissipait, et Morrison attendait ce moment avec impatience, cet état crépusculaire où les inhibitions étaient levées, mais où l'esprit était suffisamment clair pour parler. Les yeux de Walter s'ouvrirent brusquement, d'abord flous, puis s'éclaircirent lorsqu'ils se posèrent sur le badge de Morrison. « Monsieur Brennan », dit doucement Morrison, son enregistreur numérique déjà allumé. « Je suis l'inspecteur Morrison. Vous êtes à l'hôpital. Vous avez subi une opération à la jambe. Comprenez-vous » Walter hocha lentement la tête, la bouche sèche. Une infirmière lui servit de l'eau à la paille, puis sortit de la pièce au geste de Morrison. « Je dois vous informer de vos droits », commença Morrison. Mais Walter l'interrompit. « Je vais tout te dire », dit-il d'un ton clair. « Ils méritent de savoir ce qui est arrivé à leur fille. » Morrison garda une expression neutre, malgré le frisson qui lui parcourait l'échine. « Recommence depuis le début. » Le regard de Walter s'est perdu, dépassant Morrison pour se fixer sur quelque chose que lui seul pouvait voir. « Je les ai vus grandir, vous savez, de l'autre côté de la limite de la propriété. Grace les emmenait bébés travailler dans son jardin, installait ce petit parc sous le chêne. Elles faisaient leurs premiers pas dans cette cour. J'ai tout observé. » Sa voix a pris une tournure mélancolique. Après la mort de Daniel, après le départ de Marie, ces filles étaient comme la lumière du soleil, la seule chose brillante que je pouvais voir depuis ma propriété. Elles me faisaient signe quand elles me voyaient dans mes champs, elles m'appelaient oncle Walter. Morrison lança doucement, l'enlèvement, raconte-moi ce jour-là, il y a 3 ans. Les mains de Walter s'agitaient nerveusement sur la couverture de l'hôpital. Ce n'était pas spontané. Je prévoyais depuis des mois. J'ai d'abord construit cette pièce sous la grange. Ça m'a pris presque 1 an, en travaillant uniquement la nuit. Il fallait faire attention à la ventilation, à l'insonorisation. Il fallait que personne ne m'entende. Morrison lutta pour ne pas laisser transparaître son dégoût, la préméditation était glaçante. Je connaissais leur routine. Je savais que Grace et Garrett ne pouvaient pas voir le stand 2 depuis chez eux. J'avais soigneusement vérifié les lignes de visibilité. Les filles me faisaient entièrement confiance. Pourquoi pas? J'avais été leur oncle Walter toute leur vie. Que s'est-il passé ce jour-là? Demanda Morrison. La voix de Walter se brisa légèrement. Je suis arrivé à leur stand comme n'importe quel autre client. Je leur ai dit que j'avais besoin de 2 douzaines d'œufs pour une vente de pâtisserie à l'église, mais que j'avais oublié mon portefeuille. Je leur ai demandé s'ils accepteraient de m'accompagner jusqu'à ma ferme pour recevoir mon paiement. Ils sont montés directement dans mon camion. Nora parlait de la rentrée scolaire. Cora avait sa poupée préférée. Je les ai d'abord emmenés à la grange et je leur ai dit que je voulais leur montrer les nouveaux chatons. Ils adoraient les animaux, surtout Cora. Une fois dans la pièce, il marqua une pause, déglutissant difficilement, je leur ai dit qu'il y avait eu un accident, que leurs parents étaient blessés et que j'allais m'occuper d'eux jusqu'à ce que tout aille bien. Morrison prit des notes, l'estomac noué. Et Nora? Raconte-moi ce qui lui est arrivé. Walter retrouva enfin son sang-froid, des larmes coulant sur ses joues burinées. Elle est tombée malade il y a 2 ans, au printemps dernier. Au début, c'était juste une toux, mais ça a empiré, forte fièvre, difficultés respiratoires. Je crois que c'était une pneumonie. Pourquoi ne l'as-tu pas emmenée chez le médecin? Demanda Morrison. Comment aurais-je pu? La voix de Walter s'éleva légèrement. Ils auraient emmené Clara. J'ai tout essayé, des antibiotiques du vétérinaire, des antipyrétiques, même de vieux remèdes de ma grand-mère. Clara m'a supplié d'aller chercher de l'aide pour sa sœur, mais je ne pouvais pas prendre ce risque. Morrison dut interrompre l'enregistrement tandis que Walter s'effondrait. Une fois ressaisi, l'histoire continua,
chaque détail plus horrible que le précédent. Son état s'est détérioré en 3 semaines. Je suis resté constamment auprès d'elle, essayant de la mettre à l'aise. Clara ne la quittait plus. Quand elle a finalement... Walter ne put prononcer le mot. Je l'ai enveloppée dans des couvertures et je l'ai mise dans le grand congélateur de mon atelier de traitement. Je ne savais plus quoi faire, insista Morrison, bien que l'inspecteur à côté de lui ait dû sortir de la pièce. Je me souviens les avoir vus lors de la vente de grange des Whitfield, il y a des années. Je m'y suis faufilé un soir et j'en ai pris un, murmura Walter. Il fallait que je l'adapte. J'ai utilisé les outils de mon atelier de transformation. J'ai attendu la crue printanière pour le mettre dans le ruisseau. Je pensais que l'eau l'emporterait loin, ou que si quelqu'un le trouvait, il soupçonnerait les parents. La boîte venait de leur ferme. Après tout, Morrison se força à continuer, parlez-moi de Cora. Comment avez-vous réussi à la cacher pendant toutes ces recherches? Walter sembla se renforcer légèrement, une fierté troublante perlant dans sa voix. Je la déplaçais entre la grange et la maison. J'avais aménagé une belle chambre au grenier. C'était la chambre de Daniel, peinte en rose. J'achetais tous les jouets et les livres qu'une fille pouvait désirer. Pendant les recherches, je la gardais là où ils ne vérifiaient pas. Les chiens ne trouvaient jamais la grange à cause du tas de fumier au-dessus. Et tu lui as raconté sa famille. Qu'ils étaient morts dans un accident de voiture avec sa sœur, que je l'avais tirée d'affaire, sauvée. Elle était assez jeune pour qu'au bout de quelques mois, elle y croie. Elle m'appelait papa. Elle disait s'appeler Clara. Dans le service pédiatrique, 2 étages plus haut, Grace était assise sur une chaise inconfortable à côté du lit de Cora, tenant la main de sa fille, même si Cora essayait sans cesse de s'éloigner. La psychologue pour enfants, le docteur Elena Marsh, s'occupait délicatement de la petite fille, qui serrait contre elle un ours en peluche usé ou l'un des nombreux jouets que Walter lui avait offerts. « Clara, pouvez-vous me parler de vos dessins ?» demanda le docteur Marsh en brandissant l'un des centaines de dessins récupérés chez Walter. « Je m'appelle Clara », insista Cora d'une voix faible mais ferme. « Papa dit que tu essaies de me perturber. Il m'a prévenu que des gens mal intentionnés pourraient essayer de m'enlever. » Grace se mordit la lèvre pour ne pas sangloter. Sa fille était là, vivante, elle respirait, mais elle aurait tout aussi bien pu être une étrangère. Les dessins étalés sur la table d'hôpital représentaient une vie heureuse, une fille et son papa lisant ensemble, cuisinant, jouant à des jeux, et toujours en arrière-plan, des silhouettes sombres qualifiées de « mauvaises personnes » dont papa la protégeait. « Qu'est-il arrivé à votre sœur » demanda doucement le docteur Marsh. Le visage de Cora se décomposa. Elle est tombée malade. Papa a essayé de la sauver, mais elle est morte. Ce n'était pas sa faute. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Au bloc opératoire, Walter parlait encore, ses paroles coulant comme une confession dans une cathédrale. Je lui ai fait l'école à la maison avec des cours en ligne. Elle est brillante, elle lit maintenant au niveau du lycée. Je lui ai enseigné les mathématiques, les sciences, l'histoire. On avait des cours d'art tous les après-midi. Elle adore dessiner et elle n'a jamais remis en question l'histoire de ses parents. Au début, oui, mais les souvenirs d'enfance s'estompent. Je lui montrais des articles de presse sur des accidents de voiture et je lui racontais ce qui était arrivé à sa famille. Au bout d'1 an, elle a arrêté de me poser des questions. Au bout de 2 ans, elle m'appelait papa sans qu'on me le demande. En 3 ans, elle était devenue Clara. L'inspecteur principal entra dans la pièce, s'étant calmé. Monsieur Brennan, nos psychiatres ont terminé leur évaluation initiale. On vous a diagnostiqué un trouble délirant sévère suite au décès de votre fils. Comprenez-vous ce que cela signifie? Les yeux de Walter lancèrent des éclairs. Je ne suis pas fou. J'aime ces filles. J'ai été un bon père pour elles. Vous les avez kidnappées. Nora est morte sous vos soins. Cora ne sait même plus qui elle est vraiment. Clara, corrigea Walter sèchement, elle s'appelle Clara, et elle est heureuse. Elle a été heureuse. De retour au service pédiatrique,
Le docteur Marsh expliquait le long chemin qu'il attendait à Grace et Garrett, arrivés après avoir fait sa propre déposition à la police. Elle vit dans une réalité parallèle depuis 3 ans, dit doucement le docteur Marsh. Dans son esprit, Walter est son père. Vous êtes des étrangers qui tentent de l'éloigner de la seule vie dont elle se souvienne. Il lui faudra des mois, voire des années, pour digérer la vérité et se réadapter. Mais elle y parviendra. Grace demanda désespérément, elle finira par se souvenir de nous? La récupération de la mémoire chez les enfants est complexe. Certains souvenirs peuvent revenir, d'autres sont probablement perdus à jamais. Le traumatisme d'avoir vu sa perception de la réalité brisée, ce sera un parcours difficile. Elle aura besoin d'une thérapie intensive, de patience et de temps. Grace regarda sa fille, qui dessinait de nouveau, toujours, comme si elle pouvait donner un sens au monde à travers des crayons et du papier. On attendra le temps qu'il faudra. Elle est vivante. C'est tout ce qui compte. Mais même en disant cela, son cœur se brisa pour Nora, morte malade et effrayée, appelant une mère qui ne pouvait pas venir l'enfant qui avait été jeté comme un déchet par un homme qui prétendait l'aimer. Alors qu'on préparait Walter pour son transport vers la prison du comté, on le fit passer devant le hall de l'hôpital où Grace et Garrett remplissaient des papiers. Il les aperçut à travers les portes vitrées et s'écria, la voix forte malgré les tentatives du gardien pour le faire taire. « Je les aimais tous les deux », cria-t-il. « J'ai été un bon père pour eux. Dis à Clara que je l'aime. Dis-lui que papa l'aime. » Grace se détourna, incapable de regarder l'homme qui leur avait volé 3 ans de vie, qui avait tué l'une de leurs filles et lavé le cerveau de l'autre. Le bras de Garrett s'enroula autour de ses épaules tandis que les portes de l'ascenseur se refermaient sur le visage désespéré de Walter, toujours perdu dans l'illusion qu'il avait sauvé les filles plutôt que de les détruire.